Alors, merci à tous les trois d'être avec nous cet après-midi. Je vais vous présenter rapidement. Arthur, vous parlez au nom de France Digital, qu'on ne présente plus, organisation de référence de l'écosystème start-up français. Vous êtes là pour faire émerger les fonds et l'écosystème tech européen. Pascal, vous êtes ingénieur conseil spatial, aéronautique et défense. Donc, en fait, vous apportez un support au réseau du groupe Crédit Agricole pour analyser les aspects industriels dans tous les dossiers de financement qui concernent ces secteurs. Et Raphaël Didier, vous représentez la BPI France, Banque publique d'investissement, qu'on ne présente plus non plus, puisque acteur central du financement et de l'accompagnement des entreprises françaises. Alors, pour explorer ces sujets de financement, on va déjà reposer un peu de contexte et comprendre, avant de comprendre le financement de l'innovation, déjà on va essayer de comprendre le degré et le niveau de maturité de l'innovation en France. Où est-ce qu'on en est exactement? Je pense que Raphaël, vous êtes peut-être le mieux placé dans ce plateau pour nous dire où on en est en termes où en est notre écosystème en termes d'innovation. Quand le micro marchera, bien sûr. 1, 2. Ce qui va... Micro 5. Ouais. Bonjour à tous, ravi d'être là. Donc l'industrie, c'est un secteur qui a toujours beaucoup innové. En France aussi, avec un certain nombre de groupes bien connus qui développent de nouvelles technologies et qui déposent beaucoup de brevets. Néanmoins, ce qu'on voit apparaître depuis une dizaine d'années, je dirais, c'est l'émergence de nouvelles structures qu'on appelle les startups, qui innovent aussi dans l'industrie et qui développent des projets industriels qui étaient auparavant plutôt portés par des entreprises établies, matures, PME, ETI ou grands groupes. Ce phénomène, il vient essentiellement de la vague des startups qui aussi dans le digital. Et en fait, on a réussi à répliquer un certain nombre ce modèle-là à l'industrie. On est encore en train de trouver peut-être les recettes pour que ça fonctionne bien jusqu'au bout. Mais en tout cas, on a vu une émergence de ces projets en France. Et on en dénombre à peu près 3500 acteurs actifs aujourd'hui en France, avec une création de quelques centaines de nouvelles startups industrielles chaque année, avec aussi des entreprises qui arrivent à attirer du financement, on y reviendra plus tard, et puis qui, pour un certain nombre d'entre elles, commencent à arriver à des stades où elles sont capables de produire une usine, de mettre en place des moyens de production pour passer à l'échelle, pour apporter leur innovation au marché. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est que une fois qu'elles ont passé ces phases de R&D, il faut qu'elles arrivent à industrialiser et à commercialiser leurs produits. Donc en fait, on a des sociétés dans pas mal de domaines, essentiellement dans la green tech. C'est vraiment les technologies vertes concentrent beaucoup l'innovation industrielle. On a aussi des entreprises en santé qui, pour certaines d'entre elles, deviendront des entreprises industrielles, puis pour d'autres se feront certainement racheter par des groupes pharma. Et puis, on a pas mal de projets aussi dans l'électronique, autour du New Space, autour des technologies quantiques, autour de la défense. Voilà, il y a beaucoup d'autres domaines. Donc, il y a un foisonnement de projets innovants portés par ces nouveaux acteurs. Et la difficulté qu'elles vont rencontrer, ça va être de mener à bien leur projet jusqu'au bout, dans un contexte où elles n'ont pas forcément des grosses structures derrière elles, comme c'est le cas par exemple quand un projet est porté par un grand groupe. Côté start-up, Arthur, quelle analyse, quel regard portez-vous sur le degré de maturité digitale français? On voit un écosystème qui est en mouvement et qui est en croissance. Peut-être un peu de recul sur qu'est-ce que l'écosystème de start-up en France, à peu près 16 000 acteurs. Et effectivement, une part de ces startups qui ont des applications industrielles de plus en plus importantes. Ça peut être des acteurs qui sont IA par natif et qui ont aussi des solutions qui peuvent être dual use, ce qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est-à-dire des solutions qui sont plutôt orientées initialement vers civil et qui peuvent se transformer aussi pour des actions en défense ou industrie. Ce qu'on remarque aussi, et c'est important d'introduire sur cet aspect-là, c'est qu'on a beaucoup d'atouts.
en France et en Europe. On a déjà des talents formidables. On a des réseaux d'écoles, d'universités, des laboratoires qui font un travail formidable et qui sont enviés partout dans le monde. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est nouveau, on voit aussi beaucoup d'acteurs de ces talents-là qui étaient partis à l'étranger, développer leur activité et qui reviennent en France pour pouvoir développer leur activité. Yann Lequin, le plus récemment, les équipes de Mistral, pour avoir deux exemples un peu clés. On a aussi beaucoup de chance d'avoir des infrastructures qui sont plutôt robustes. Quand on parle d'industrie, il faut parler aussi de chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, elle est extrêmement large. Et c'est notamment la capacité à avoir l'accès à de l'énergie qui est à la fois décarbonée et plutôt accessible. Et ça, c'est aussi un terreau qui est nécessaire de manière à pouvoir développer des sites industriels, comme l'évoquait Raphaël. On voit aussi qu'on a une structure étatique qui soutient aussi l'État français, les solutions françaises, notamment à travers la BPI, et d'autres acteurs aussi, que ce soit au niveau européen, national et plus local. Donc notre vision, pour résumer, elle est plutôt positive. On voit un élan sur la création des entreprises, on voit un soutien de l'État. On aimerait bien avoir un peu plus de lisibilité sur les grands plans d'investissement. Mais globalement, et je pense que tous ceux autour de la table, on est là aussi pour ça aujourd'hui dans cette salle, on voit quelque chose de très positif qui se structure. Donc le terreau, pour reprendre votre expression de l'innovation, est bien là. Est-ce que les entreprises transforment pour autant? Parce que c'est aussi notre sujet, c'est la transformation digitale. Arthur, on en est où là-dessus, sur ce point-là? Alors là, il y a une somme d'opportunités pour aussi avoir un aspect positif. La France, c'est 6500 ETI environ. Il y a un principe de réalité, c'est des classements européens aussi. Et on voit que dans la transformation des ETI, on est classé quelque chose comme 24 sur 27. Donc un potentiel de transformation qui est énorme. On voit aussi les grands groupes, et donc CAC 40, SBS 120, qui ont accéléré leur transformation, notamment depuis un an, avec le contexte géopolitique qui les a obligés aussi à trouver des solutions françaises, européennes, et qui permettent aussi d'irriguer l'innovation. Et enfin, ce qu'on voit aussi, c'est finalement aussi un soutien des fonds d'investissement qui sont en train d'opérer aussi des changements, qui suit le contexte, de solutions green tech vers des solutions industrielles au sens large. Et au lieu d'avoir un aspect qui pouvait être plus sur les thèses d'investissement, on va dire plus, certains diraient idéologique sur l'environnement, et ben en fait, il y a le principe de réalité qui rattrape, et maintenant, ça se fait à l'aune de la performance. Et la transformation industrielle à travers des solutions de captation, par exemple, de CO2, et ben ça permet soit réduire les coûts, soit d'avoir des nouveaux gisements de revenus. Et ça, c'est quelque chose de très positif aussi. Voilà. Alors, Pascal, vous êtes positif aussi, mais vous dites néanmoins que le tissu des ETI n'a pas forcément tout le temps la capacité de transformer comme on le voudrait, et que ce n'est pas forcément leur faute. C'est que c'est quand même compliqué pour elles de le faire, et que c'est pour ça qu'elles peuvent, en dépit de toutes les opportunités qu'elles ont et du mouvement positif qui s'opère, ça peut parfois être plus compliqué que ça. Oui, moi je pense que c'est plus compliqué parce que si je regarde mes secteurs de prédilection, l'aéronautique spatiale défense, c'est quand même un secteur où je vois les entreprises qui ont traversé un certain nombre de moments très difficiles pour des chefs d'entreprise. Donc on a eu la vague Covid, après on a enquillé sur l'Ukraine avec toute l'incertitude que ça pouvait faire peser sur les approvisionnements. Là, on est victime, je vais dire, enfin le secteur est victime de son succès, c'est-à-dire que les carnets de commandes sont pleins et on demande à des entreprises de s'adapter très très vite et de monter en cadence très très vite. Donc il y a un cumul de challenges qui fait qu'elles sont déjà très très occupées à un moment où le monde se transforme, c'est-à-dire où les sujets que l'on voit émerger, en tout cas que moi je vois émerger depuis 10 ans, il y a 10 ans, on commençait à parler des drones. Pour ceux qui sont allés à Eurosatory la semaine dernière,
on avait énormément d'entreprises de drones avec des technos différentes et un certain nombre de choses qui arrivaient. On voit de nouveaux constructeurs aéronautiques, alors pas pour de l'aviation commerciale, mais on voit des projets d'aviation électrique qui émergent. On voit des projets de lanceurs qui émergent dans le spatial. Et arriver à être sur tous les fronts et de façon pertinente, de façon à ce qu'on ait quand même des projets qui réussissent, c'est un vrai défi. Alors, le juge de paix, qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël, finalement? Est-ce que les entreprises se transforment? Est-ce que finalement c'est compliqué? On en est où? Je pense que les entreprises se transforment parce qu'elles ont... C'est nécessaire dans la compétition internationale qu'elles vivent aujourd'hui d'engager des transformations pour intégrer les enjeux digitaux, les nouveaux enjeux digitaux, des enjeux de compétitivité, des enjeux de décarbonation, etc. Je pense que les grands groupes y arrivent plutôt bien, en tout cas ont les moyens de se transformer, les ETI dans une certaine mesure aussi. Ce qui est plus compliqué, c'est pour les PME industrielles, tout ce tissu alors, je crois que pour les plus de 10 salariés, il doit y en avoir 25 000 ou 30 000 en France à peu près. Tout ce tissu d'entreprise a moins de moyens, plus de difficultés à engager des processus de transformation. Et nous, BPI France, on a essayé de mettre l'accent là-dessus en essayant d'user de notre proximité avec ces entreprises pour les amener à se transformer avec des dispositifs d'accompagnement. On pense que la première chose à faire, c'est quand même de réfléchir sur quels sont les principaux enjeux de transformation auxquels il faut faire face. Et donc, on a toute une gamme de diagnostics, d'accélérateurs et autres qui font que on amène les dirigeants à se poser ces questions-là et à se remettre un peu en question. Et puis ensuite, on est capable de les financer avec toute la palette d'outils BPI France. Et là, on essaye de jouer vraiment les synergies entre nos outils plus classiques de cofinancement, de garantie et autres, et puis les outils d'innovation qui servent à justement enclencher ces transformations un peu plus risquées. Donc je dirais que depuis quelques années maintenant, on essaye vraiment de porter ce discours auprès de toutes ces PME industrielles qui doivent nécessairement engager des transformations dans une période où elles sont challengées de toutes parts et où en plus elles vont devoir faire face à un problème majeur qui va être le renouvellement des générations et la transmission d'un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont devoir passer la main. Et c'est plutôt une opportunité en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il passe la main, souvent le repreneur aura envie de faire un peu différemment et d'investir. Et donc je pense qu'il y a encore de belles choses à voir devant nous. Et justement, c'est un sujet qu'on traite aussi très fort chez France Digital, cet enjeu de transmission, qui est effectivement un gap générationnel. Mais là aussi, comme le disait très bien Raphaël, c'est aussi des acteurs qui ont des contrats cadres et qui parfois aussi ont un risque fort sur le culturel, sur la transformation, on en parlera par la suite, mais aussi sur un coût de transformation qui est très important pour eux. Et c'est vrai qu'il y a une telle avalanche d'innovation en ce moment que aussi naviguer quand on est à la tête d'une entreprise pour savoir l'innovation de rupture sur laquelle j'ai engagé mes équipes, c'est parfois délicat. On le voit même dans les startups qui sont quand même by design, entre guillemets, faites pour intégrer l'innovation. Et ben en fait, même les équipes plus jeunes ont des difficultés à voir tous les 3 mois apparaître des nouvelles solutions, des nouvelles difficultés. Et ça, c'est quelque chose aussi où il faut rationaliser finalement. Et c'est la puissance d'un dirigeant qui est capable de voir avec une vision long terme cette capacité à rationaliser. Donc c'est à la fois un risque, c'est à la fois une opportunité parce qu'on va voir s'opérer aussi des rapprochements entre des startups qui ont besoin de contractualiser avec des grands groupes et des PME qui ont ces contrats cadres. Et donc en fait ce mix, ce mélange va aussi peut-être être quelque chose de très positif. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, le sujet de la transmission des PME, pour moi, est un vrai, très gros sujet. Parce qu'on est très souvent à la 2e génération qui envisage de partir, qui est à la fois très, très attaché à son entreprise, parce qu'être patron de PME, il y a quand même un lien souvent assez viscéral avec son outil. Et une 3e génération dont un certain nombre d'entre eux souhaiteraient qu'elle soit familiale, mais qui hésitent à s'engager dans un chemin dont ils savent tout à fait que c'est un chemin difficile. En plus, dans les PME, c'est des structures qui sont courtes, souvent avec des pyramides assez légères. Et donc, intégrer en plus la digitalisation et tout le reste aux soucis quotidiens, ça demande d'être épaulé. Alors,
Dieu merci, moi je ne peux que saluer ce que je vois faire dans un certain nombre d'organismes professionnels, type le GIFAS pour ne pas le nommer, où il y a une vraie solidarité de filière, en tout cas moi c'est ainsi que je la vois, et un accompagnement. Alors rien n'est parfait, j'en ai très très conscience, mais avec un accompagnement et la mise en place d'un certain nombre de soutiens qui moi me semble tout à fait capital pour que les PME puissent progresser et subsister. Alors, si je résume la première partie de la discussion, on a un terreau de l'innovation extrêmement favorable. On a des entreprises qui ont compris l'enjeu de transformation et qui commencent à amorcer une dynamique positive avec quelques obstacles qu'on vient d'évoquer. Question cruciale maintenant, les fonds sont-ils là et le financement est-il un problème ? D'autant plus avec ce qu'on vient d'évoquer, ça veut dire une checklist et un nombre d'innovations et de possibilités de se transformer qui est de plus en plus forte et nombreuse. On va commencer par Raphaël Didier sur peut-être le sujet financement public. Alors les fonds sont là. Les 3500 startups industrielles que j'ai mentionnées tout à l'heure ont quand même réussi à lever depuis 2022 plus de 15 milliards d'euros. Donc c'est assez massif. Et à cela, il faut ajouter les subventions via France 2030, l'ADEME, tous les dispositifs qui sont déployés aussi par les régions, l'Europe. Donc il y a quand même de l'argent. Et donc on a un certain nombre de projets qui ont réussi à avancer. Les levées de fonds l'année dernière, c'est 3,7 milliards. Donc voilà, et parfois, pour certaines d'entre elles, c'est des grosses levées de fonds qui permettent de faire avancer, construire une usine, de faire avancer le projet jusqu'à une étape supérieure. Quand on compare aux autres pays, c'est aussi, voilà, les autres pays sont aussi dans une dynamique de soutien à certaines technologies industrielles. Et donc on est bien dans le jeu et on est même plutôt bon. Même si on reste derrière le UK toujours, qui a toujours un peu d'avance, et puis évidemment derrière les US, mais qui sont quand même assez portés par des investissements industriels liés à l'IA. Donc c'est très spécifique chez eux, voilà, tout est lié à l'IA, donc c'est des montants énormes, mais en fait c'est assez concentré sur un sujet. Donc on a une bonne dynamique et puis on a en fait tout un panel de solutions de financement qui sont adaptées à chaque étape de la vie d'une startup. Dès le démarrage, sur les phases de R&D, puis ensuite pour faire le premier démonstrateur, puis pour passer à l'usine, etc. Donc on a en fait un panel avec des investissements, du non dilutif, le soutien des banques qui vont de plus en plus sur ces sujets-là et qui accompagnent BPI France dans le financement de ces entreprises. Donc voilà, tout le monde joue un peu le jeu, les fonds privés aussi, de plus en plus, même si on voudrait qu'ils soient plus présents. Et donc on a une vraie puissance financière quand même au service de ces entreprises, même si on peut regretter que parfois ça ne permet pas d'aller au bout. Et au global, c'est peut-être encore insuffisant, et notamment dans un contexte où l'État a un peu moins de moyens. Et où le privé va devoir certainement faire un peu plus d'efforts dans les années à venir pour compenser ce retrait léger et court, j'espère, de l'État dans le soutien. Alors, il y avait effectivement, j'avais extrait d'une de vos études le fait qu'on avait plus de difficultés sur l'amorçage. Exactement. Alors bon, ça c'est tiré d'une étude qu'on publie chaque année. Vous la retrouverez sur le site de BPI France et puis de façon assez large. Et si vous ne la retrouvez pas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous l'enverrai, elle est assez complète. Et donc en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est une accélération des gros tours de table. Et en revanche, sur les petites levées, on a quand même une légère décélération. Ce qui n'est pas très bon augure, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y aura moins de projets qui vont émerger, et en fait, ça sera moins demain de projets industriels, de construction d'usines et de projets qui vont passer à l'échelle. Donc il faut qu'on soit assez attentif à ça, à faire en sorte que ça ne se ralentisse pas trop sur l'early stage, pour éviter de tarir un peu la source des projets innovants, notamment des projets industriels. Après, on ne le voit pas que sur l'industrie, on le voit aussi sur les autres secteurs. En fait, c'est assez transversal à l'ensemble des startups. Je pense que tu dois le voir aussi côté France Digital.
Et on en discutait juste avant, effectivement, je vais être un peu poil à gratter, c'est notre rôle chez France Digital, on a un lobby. Ce qu'on voit, c'est des excellentes nouvelles. Un troisième fonds de Tibi annoncé, 13 milliards investis, c'est énorme, issu notamment des fonds privés, donc des institutionnels, et c'est une excellente nouvelle, avec une vision pour l'instant qui est bloquée à France 2030, mais on commence à partir vers France 2040, donc encore une fois, je parlais de lisibilité, c'est nécessaire, et effectivement une captation en fait, des fonds, surtout portés par les projets d'IA. Et en fait, il y a quelque chose qui est compliqué à adresser, c'est qu'il y a aussi des levées de fonds qui sont 4, 5, 6 levées de fonds qui tractent en fait l'ensemble des levées de fonds au global. Et ce qu'on évoquait juste avant avec Raphaël avant, c'est de se dire, eh bien, dans les 13 milliards par exemple qui vont être fléchés dans l'innovation, qu'elles soient multiples, je ne parle pas juste des startups, je parle des PME tech, etc., c'est de se dire... eh bien, les fonds, naturellement, les fonds d'investissement vont se déporter vers des plus grosses levées de fonds. Donc du growth, on appelle ça, qui est une faille de marché en France, une faille de marché au niveau européen. Donc c'est très bien d'avoir plus de fonds grosses. Mais mécaniquement, ils vont avoir moins d'intérêt à aller financer l'amorçage. Sur les plus petites. Voilà, exactement. Et donc comment s'assurer que que le plan Tibi va être décliné, qu'il y ait une partie substantielle qui soit bien fléchée vers les boîtes en amorçage. Et moi, j'ai un retour de terrain très clair. Nous, on porte aussi une communauté de plus de 150 incubateurs. Et en fait, on voit qu'eux commencent à souffrir. Il y a un désengagement des fonds privés, des entreprises, des corporates qui ont du mal à trouver le bon filon pour traiter l'innovation, et un désengagement un peu du public. Et en plus de ça, des élections locales qui à chaque fois ralentissent en fait les investissements. Et donc, des bonnes nouvelles, mais soyons vigilants, comme disait Raphaël, notamment sur la partie amorçage. Et après, il y a d'autres sujets sur les fonds disponibles, les marchés des capitaux qu'on évoquera par la suite. Mais voilà. Oui, et qu'on peut déjà commencer là. Moi, j'ai volé une autre slide de votre étude BPI pour appuyer un point qu'on a évoqué avec Pascal, qui me disait les fonds sont là, oui, mais sont-ils suffisants dans une course à l'innovation qui est maintenant mondiale? Alors, je ne vous demande pas de la commenter, je laisserai le public la découvrir. Je voulais juste me redire ce que vous m'avez dit en préparation, en me disant on a des fonds, bien sûr, mais d'autres ont encore plus de fonds. Alors, effectivement, on ne peut que constater qu'il y a des volumes extrêmement importants qui circulent dans le monde, qui viennent éventuellement s'investir en Europe et notamment en France. Pas toujours pour y laisser des innovations d'ailleurs. Et ça, on ne peut que le regretter de mon point de vue. Mais effectivement, on voit des investissements qui se tournent vers des startups françaises de façon relativement massive et sélective. Mais voilà. Alors, la question pour nous, c'est d'identifier effectivement les startups que l'on va pouvoir suivre, que l'on va pouvoir accompagner. La difficulté, c'est de juger, d'arriver à avoir un jugement un petit peu autorisé sur la validité du projet qui nous est présenté. Et ça, c'est pas facile, parce qu'on n'est pas toujours... on peut pas avoir le nez sous le capot de toutes les startups et être spécialisé dans toutes les industries et les projets qu'on nous présente. Ceci dit, je pense qu'on est quand même très accompagnant. Sachant néanmoins que si je parle, les fonds d'investissement dans un groupe comme le mien, on en a de toute taille, à vocation régionale, à vocation nationale, pour de l'amorçage, pour des choses plus matures, etc. Donc on a un panel en réalité d'outils qui est extrêmement large, mais je crois qu'il faut garder aussi à l'esprit qu'une banque a pour vocation, on fait de la transformation, c'est-à-dire qu'on prend l'épargne des uns pour le prêter aux autres, et cette épargne, on est quand même supposé le rendre et être en mesure de vous le rendre le jour où vous en avez besoin. Donc ça suppose une maîtrise nécessairement des risques qui est inhérente à notre métier. Arthur, donc vous êtes déjà exprimé, mais quel regard global vous portez sur le financement, qu'il soit public ou privé actuellement? Je sais que vous aviez un certain nombre de doléances. Ouais, j'ai des doléances, effectivement. Sur la partie du coup, sur la partie privée, donc je l'ai déjà un peu évoqué, c'est à la fois d'avoir une somme de fonds en fait qui permettent du coup aux acteurs de pouvoir grandir. On sait que les solutions industrielles, les solutions portées par exemple sur la défense sont très intensives en termes de capitaux.
et que de les faire décoller, on parle d'amorçage, ça prend du temps et que ça nécessite des moyens. Et pour ce faire, effectivement, on a besoin d'acteurs privés qui puissent avoir cette vision, ce portage qui permettent d'avancer. Ce qu'on voit beaucoup, par exemple, en comparaison aux acteurs américains, beaucoup plus de rapprochement finalement entre les acteurs majeurs, par exemple dans l'industrie de défense, avec des acteurs plus innovants. En France, ça commence à venir, mais ça prend un peu plus de temps. On en parlait, ta remarque sur Rosatori notamment, et c'est vrai que ça commence un peu à apparaître. Sur la partie publique, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau français, et Raphaël l'a très bien précisé avec Pascal, et puis aussi au niveau européen. Et au niveau européen, il y a deux marches qui nous restent à construire. Déjà, peut-être finaliser l'Europe sur pas mal d'aspects. C'est quelque chose en mouvement, et je pense que les entrepreneurs, les industries, les acteurs du monde de l'entreprise, du monde économique ont un rôle à jouer là-dedans. Il ne faut pas toujours porter tout sur les politiques. Mais d'un point de vue politique, 2 points. On parle, j'ai parlé d'amorçage, et ben là je parle de la partie growth, forte croissance. L'union de marché des capitaux. On a 27 marchés en France, en Europe, pardon. Donc autant de complexité administrative et autant aussi de difficultés à avoir des fonds structuré pour pouvoir faire levier sur cet aspect. Et puis un autre aspect aussi, marché des capitaux, commande publique au niveau global, c'est 2500 milliards par an. La commande publique, je crois que c'est quelque chose en 250 000 acteurs publics qui commandent des solutions par an au niveau européen. Imaginons 5% qui est fléché vers les startups ou les PME tech européennes, l'effet levier est énorme. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et enfin, et ça, je pense que ça va faire plaisir peut-être à Pascal ou non, mais le volet aussi retraite par capitalisation. En France, par exemple, un des rares fonds de retraite par capitalisation est plutôt porté par les fonctionnaires. Et l'idée, c'est qu'en fléchant cette épargne privée vers les acteurs du monde économique innovant, on est sûr que ça pourra faire un effet levier déterminant. Alors Pascal, je sais que vous avez des réactions là-dessus. 2 choses, je voudrais vous faire réagir. Vous disiez, on a parlé d'amorçage, vous disiez attention au temps long en industrie, on a 5-7 ans. Quand on a fini d'inclure des structures de notre écosystème pour un projet, c'est compliqué ensuite, regarder certification, de le refaire. Et je sais que vous partagez avec Arthur ce sujet de mobilisation européenne qui pour vous est insuffisant et ces premières recommandations d'un système de retraite par capitalisation qui pourrait aider l'innovation en France. Alors, moi, je ne fais pas de politique, donc je ne vais pas en faire là. Je ne fais que de l'industrie. Mais je constate effectivement que les fonds de pension étrangers s'investissent massivement sur des entreprises françaises. Donc, la puissance financière qui nous arrive, elle nous arrive aussi par ce type de biais. Je pense qu'il serait illusoire de le nier, voire par des capitaux familiaux en provenance de certains pays qui sont massifs et vis-à-vis desquels il est extrêmement difficile d'entrer en compétition parce que les montants et les montants de valorisation qui sont proposés sont quand même assez considérables, et en tout cas incitent à la réflexion. Après, je pense que pour ce qui est du financement, ensuite, du passage de la start-up à la PME, il y a toujours ce que d'aucuns appellent la vallée de la mort. C'est-à-dire que la start-up a développé son projet et puis il y a un moment, il faut construire l'usine. Et la construction de l'usine, là, on rentre dans le dur parce qu'on rentre dans des investissements qui sont autrement plus importants encore et on est sur un temps industriel. Donc le temps industriel, ce n'est pas toujours un temps qui est compatible, en tout cas qui a l'air d'être compatible avec ce qu'on voit avec l'époque. Parce que l'industrie, c'est du 5-7 ans. C'est quoi qu'on en pense des capitaux lourds. Et donc il faut avoir en face de soi des interlocuteurs qui soient capables de comprendre le 5-7 ans, d'attendre, de regarder favorablement le fait et de façon compréhensive le fait qu'il va y avoir des délais de certification, des délais d'industrialisation, que l'industrialisation, ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu, donc il faut être capable de poursuivre malgré tout. Donc il s'agit d'avoir des partenaires de long terme et de confiance. Voilà, et ça me semble...
Je reviens à Arthur, donc c'est lui qui porte beaucoup de doléances aujourd'hui sur ce plateau. Vous disiez, et je sais que Raphaël vous rejoint sur ce point-là, donc je voudrais vous entendre tous les deux. Vous disiez, voilà, ok, on va parler pendant cette table ronde d'aide au financement, etc. Mais le plus beau financement, le meilleur, ça reste le contrat. Exactement, le meilleur argent reste celui de son client. C'est vraiment la tagline, c'est de se dire que comment en fait on va arriver à faciliter la contractualisation. On parle de POC, on parle de mise en essai, mais en fait derrière, ou de financement, mais derrière on a besoin de contrats. C'est pas uniquement encore une fois le biais des startups, c'est l'ensemble des acteurs innovants. Ce qu'on voit par exemple pour revenir sur les acteurs de la défense, c'est maintenant les plus gros acteurs, aux États-Unis. Vous avez peut-être dû voir qu'ils sont assez actifs en termes, on va dire, d'industrie d'armement. Et dans ce cadre-là, en fait, les gros contrats ont plutôt été passés par à des acteurs qui ont été créés il y a moins de 5 ans. Et ça, c'est vraiment unique. En France, on a du mal à le faire. On a du mal à le faire. Et je reviens à mon chiffre que j'ai sorti à 2500 milliards par an. En fait, c'est à la fois un enjeu structurel, parce qu'on parle de financement, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas de marché, c'est compliqué, dans tous les cas. Et puis, il y a un enjeu déontologique aussi. Moi, je suis né en 88, et toute mon enfance, on m'a dit, la France, c'est plus une nation d'industrie, on va délocaliser, on va devenir une nation de services, et parce qu'on n'a pas forcément les talents, c'est trop polluant, etc. Je pense que maintenant, on y revient un peu et on se dit que réinjecter finalement pour les enjeux de souveraineté, pour les enjeux de performance, pour les enjeux de coût, réinvestir en France, finalement, c'est à la mode et on en est très heureux. Maintenant, il faut des contrats. Et donc là, c'est l'aspect déontologique que j'aborde. Dans la commande privée, il faut d'abord des incitations aussi pour les acteurs privés finalement à investir, à prendre ce risque d'aller chercher des boîtes qui n'ont pas un bilan forcément très favorable. Mais aussi, d'un point de vue déontologique, c'est un enjeu de souveraineté. On a des acteurs qui s'appuient quand même sur la puissance française aussi, et on a des super groupes internationaux en France, mais on a besoin aussi qu'ils puissent justement participer à financer. Et derrière, c'est aussi, pour revenir sur l'enjeu de souveraineté, mais c'est aussi un enjeu de résilience sur l'ensemble de la chaîne de valeur et qu'en fait, ils s'y retrouvent finalement. Parce que là, en fait, Pascal le disait, en investissant aussi sur des solutions, par exemple, étrangères ou des acteurs qui viennent investir en France, il y a une déperdition de ces capitaux et donc mécaniquement, il y a une perte de souveraineté à la fin. Et donc pour nous, c'est très important. Donc une chose à retenir, le meilleur argent, ça reste celui de son client. Raphaël, je crois que c'est aussi votre avis. Oui, je partage totalement. Et en fait, il y a un peu trois types de clients. Il y a la puissance publique, les régions, l'État, les collectivités. Je prendrai juste l'exemple peut-être de la région de Bretagne. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais je sais qu'ils ont engagé un programme qui va favoriser en fait les entreprises locales. Et donc ils vont acheter de manière beaucoup plus massive auprès de leur écosystème. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, ça consolide l'industrie. C'est hyper vertueux et aujourd'hui ils sont en train d'expliquer un peu leur démarche à d'autres régions françaises. J'espère que ça va progresser et c'est vraiment la direction qu'il faut qu'on prenne et ça à tous les échelons. Il y a aussi les acteurs industriels existants, ou industriels ou non d'ailleurs, mais plutôt les grands groupes, les ETI françaises, qui doivent aussi jouer le jeu des innovations, d'intégration d'innovations portées par des startups industrielles françaises. Elles ne le font pas assez. Elles vont souvent intégrer des startups d'ailleurs d'un peu partout dans le monde, sauf en France parfois. Donc il y a vraiment une forme de réticence à... je suis peut-être un peu dur, hein, mais je vais offenser personne, mais en tout cas, il y a une forme de réticence à intégrer l'innovation. Nous, on a développé un programme qui s'appelle DAPI, Direction pour les achats innovants, qui aide à conscientiser un peu ce que serait une bonne démarche d'achat pour un groupe industriel de solutions innovantes, qu'elles soient technologiques ou industrielles. Donc vraiment, les grands groupes, les entreprises établies, c'est vraiment important qu'elles se lancent là-dedans. Et puis ensuite, il y a nous, citoyens. Il faut qu'on essaye de jouer aussi cette préférence nationale. Et si on peut faire certains choix,
c'est bien d'orienter ses choix vers des solutions qui pourraient être françaises, si elles sont compétitives, bien évidemment. Donc voilà, il y a vraiment ces 3 aspects, et si ces 3 aspects sont bien actionnés, on peut vraiment faire un levier assez important et pérenniser des projets qui, en fait, arrivent à s'industrialiser. Donc on a vu une dynamique de création d'usines assez conséquente depuis le lancement de France 2030 se réaliser. On comptabilise à peu près 240 nouveaux sites industriels depuis 2022, portés par des startups. À peu près 140, c'est des usines à l'échelle, donc c'est des usines qui sont censées produire avec des capacités de production de série. La difficulté, c'est que quand on a l'usine, on n'a pas fini, quoi. Derrière, il faut la faire tourner, avoir les contrats qui nous permettent de couvrir les coûts fixes, traiter tous les sujets, toutes les problématiques techniques qui se présentent dans les 2 ans de ramp-up industriel. Et donc c'est très très difficile pour une entreprise qui ne tient jamais son business plan, ou très rarement, de tenir et de garder la confiance des investisseurs pendant cette période. Donc le vrai challenge, il est plus de faire des usines. Maintenant on sait faire, on a démontré qu'on savait financer des usines, les construire, les démarrer, et voilà. Par contre, il faut les pérenniser. Et là, on a besoin de tout le monde autour de la table, et pas seulement des actionnaires ou de l'État pour aider dans cette dynamique. Alors, on en a largement débordé sur le temps qui nous reste. Donc, je voudrais aborder 3 sujets de manière factuelle. La culture, qui semble être un vrai sujet partagé par tous les 3. L'acculturation, d'ailleurs, pendant la préparation. Revenir un peu sur la souveraineté et se quitter avec des recommandations. Donc, vaste programme. Côté culture, côté acculturation, tous les 3, vous m'avez dit, le financement n'est pas une seule question d'argent. Il y a aussi le financement à l'innovation est aussi une question de culture. Et en France, on est un peu en retard là-dessus. Arthur, est-ce que vous pouvez relancer ce sujet ? Vaste sujet, non, mais en fait, c'est la nécessité, et France Digital, on est bien placé pour ça, de fonctionner en écosystème. La culture d'innovation, la prise de risque, ça ne se décrète pas, c'est à travers une capacité à être nourri par des exemples. On a des super exemples en France, et je vais aller dans le concret pour parler de start-up aussi qui cartonnent, parce qu'elles ont des solutions qui sont utiles à des grands groupes, et c'est peut-être j'aurais dû commencer par ça. Il faut des solutions qui répondent aux besoins des grands groupes. Donc c'est à la fois les grands groupes, par exemple, je prends pour eux, ils ont mais c'est-à-dire que eux, ils doivent être en capacité d'exprimer des vrais besoins. Et pas juste des besoins qu'on un peu génériques, pour que les solutions, que les entrepreneurs puissent identifier où est-ce qu'ils peuvent se positionner. Mais ça nécessite aussi aux entrepreneurs de comprendre comment fonctionnent les grands groupes, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs prises de décision, les arbitrages, la complexité aussi au sein d'un grand groupe à travers l'ensemble des métiers, le rôle des arbitrages financiers, le rôle des arbitrages de compliance au niveau juridique, le rôle des arbitrages aussi de rationalisation à travers les achats. Et donc là, je parle de 3 sujets. Le programme d'API aussi porte les sujets sur et un travail d'acculturation pour les acheteurs, mais chacun d'entre eux ont des besoins bien spécifiques, ont une to-do bien particulière, et la prise de risque en France en général, elle n'est pas toujours très valorisée. Et donc c'est un mouvement collectif pour se dire que il est possible justement, en connectant, en rencontrant d'autres acteurs, de pouvoir justement fertiliser. On parlait de terreau, là on parle de fertilisation, d'innovation. 2-3 exemples, on a des super champions qui ont levé des fonds récemment. Alice et Bob, par exemple, qui travaillent sur le quantique. C'est un champ d'expérimentation qui est incroyable. On a des acteurs comme Pascal, qui travaillent aussi sur la même manière un peu sur la partie quantique. On a des acteurs sur les matériaux composites, ou la capacité à recycler des matériaux. Fermat, Leila, une entreprise guyanaise qui cartonne. Donc on a des super champions. Ces acteurs-là n'ont réussi que parce qu'ils ont des solutions qui répondent à des besoins particuliers, et ils ont compris comment les mettre en œuvre, et puis ils ont eu la confiance aussi d'autres acteurs. Et nous, chez France Digital, hier j'étais à Brest avec nos amis d'Arkea, et j'ai mis autour de la table 8 filiales d'Arkea sur les enjeux de structuration d'un produit. Et on se rend compte que même parfois dans les groupes, ils ont du mal à se parler parce que, encore une fois, la prise de risque n'est pas toujours valorisée. Et donc, comment au sein d'un groupe, comment au sein d'une communauté, d'une ville, d'un territoire, d'une nation, on arrive aussi à fonctionner en écosystème. Et c'est très puissant, et le rôle de la BPI pour ça est primordial.
Donc effectivement, en plus, intégrer la solution dès le début avec les achats et les services transferts. Vous étiez d'accord, Pascal, vous me disiez ce frein culturel, oui, on a besoin d'avoir plus d'acculturation à l'innovation. Oui, moi je crois beaucoup au dialogue industrie-finance en l'occurrence. Et je pense qu'on a absolument besoin de se parler. Ne fût-ce que parce qu'effectivement, la culture industrielle en France me semble s'être un peu perdue à un moment. Ça revient. Et c'est une excellente chose parce qu'on en a besoin, on en a absolument besoin de mon point de vue. Et je pense qu'il est important que les industriels, y compris les grands groupes, aident les financiers à comprendre en quoi l'innovation qui nous est présentée répond pour eux à un besoin, est capital et qu'est-ce qui les conduit à le valider. On peut également en parler avec des gens comme la BPI, avec lequel le dialogue est très fructueux. Si je pense à la défense, on peut aussi en parler avec la DGA. Mais je pense qu'il est un financier, ça peut financer absolument tout à condition de comprendre le projet. Donc le point clé, c'est d'arriver à comprendre les projets qui nous sont présentés de façon honnête, simple, et qu'on puisse y croire et donc le soutenir. Voilà. Vous disiez d'ailleurs que cette acculturation devait même dépasser la sphère des entreprises jusqu'au laboratoire de recherche, enfin, que vous étiez vraiment preneur de tout ce qui pouvait vous aider à accompagner au mieux et en comprenant au mieux les projets d'innovation et de transformation. Oui, tout à fait, parce que très régulièrement, moi j'ai des startups qui viennent me voir dans les domaines qui me concernent. Et ce serait quand même extrêmement constructif de pouvoir avoir un labo de recherche qui nous explique en quoi c'est innovant. Alors, on a moi, j'ai dans mon réseau un certain nombre d'interlocuteurs pour ça, mais j'aime bien être confortée dans les décisions que je m'apprête à prendre. Voilà. Raphaël, vous travaillez à pied d'œuvre sur ce sujet au sein de la BPI. Vous avez notamment un programme pour les acheteurs. Est-ce que, bon, je sais que vous partagez aussi ce point-là, il faut mieux former. On a beaucoup parlé depuis ces 2 jours j'ai l'impression qu'on a déclaré la guerre au POC à ce salon. Ça veut dire c'est le truc qui ne dépasse pas la mise à l'échelle. Et donc vous considérez que c'est aussi une question d'acculturation. Oui, et puis tout a été dit. Il faut que les deux mondes se parlent le plus, se comprennent. Nous, l'enjeu, c'est qu'il y ait plus d'intégration du monde des startups dans le monde des entreprises plus matures, grands groupes, ETI, même PME. Et donc, il faut effectivement engager des projets plutôt de développement, d'intégration des produits, des process qui sont proposés par ces entreprises innovantes dans ces structures plus matures. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est sûr que le POC, pour voir, il ne mène pas à grand-chose et il faut que les startups se méfient un petit peu de cette démarche. Et il faut que les financiers aussi s'en méfient parce qu'ils se laissent parfois peut-être un peu emporter par des annonces de POC avec des grands groupes qui, en fait, n'engagent que ceux qui les écoutent, quoi. Autre sujet de taille, la souveraineté, je voudrais qu'on y revienne. Vous l'avez tous les 3 abordé. C'est un sujet qui a été énormément abordé depuis ces 2 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, la souveraineté, finalement, est un moteur de financement comme un autre? C'est-à-dire, est-ce que ça doit driver les financements à venir? Quels sont vos avis? Alors moi, la souveraineté au sens où on maintient sur le territoire national des emplois et des entreprises, c'est quelque chose auquel on ne peut qu'être sensible. Parce que en tant que banque, on a aussi des réseaux particuliers. Si nos réseaux particuliers veulent faire des crédits immobiliers, il faut quand même des emplois avec des salaires. Et puis, c'est quand même ça qui va faire tourner l'économie française. Donc pour moi, c'est un écosystème complet. Et en cela, la souveraineté que j'ai vu se pratiquer aux États-Unis, parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant 5 ans, chez eux, ça ne fait aucun doute. Et je pense qu'il est important que la souveraineté retrouve, je vais dire, toute sa place dans le discours. C'est en train d'être fait, mais il y a peut-être encore des choses à faire. Arthur? Très aligné, la finalité c'est de l'emploi, la finalité c'est du dynamisme, la finalité c'est de l'attractivité et c'est de limiter les dépendances. Nous on a on a un groupe de travail avec une quarantaine d'industriels chez France Digital où justement on travaille sur la chaîne de valeur que j'ai exposée et la capacité à être résilient demain
notre ami américain coupe l'accès à AWS au Danemark, comment un grand groupe peut retomber sur ses pattes? Et donc l'idée, c'est pas d'aller de changer complètement de braquet et de mettre tout le poids du corps sur les solutions uniquement françaises, c'est pas ce qu'on demande, mais c'est dans des sujets un peu sensibles, des sujets stratégiques, d'avoir cette réflexion-là, et de façon qu'il y ait une réflexion nécessaire. Moi, je rajouterais une référence au discours du Canadien qui avait dit soit vous êtes à la table, soit vous êtes au menu. Moi, je préfère être à la table. Raphaël. Oui, sur le sujet de la souveraineté, en fait, chez BPI France, on voit un peu le sujet de deux manières. Il y a la souveraineté assez défensive qui consiste à mettre des barrières, à essayer de protéger. Et donc là, il est nécessaire d'avancer un peu sur ces sujets parce que on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu que les autres. Donc là, l'Europe doit nous aider à nous défendre et c'est ce qui est en train d'être fait. Et puis, et c'est là où on a plus, nous, d'action et de force de frappe, c'est la souveraineté offensive, quoi. C'est-à-dire c'est la capacité à créer des acteurs qui sont suffisamment robustes, ambitieux, qui ont les moyens de se développer et de créer des solutions alternatives à des solutions chinoises, américaines. On le voit avec, par exemple, Mistral, hein, dans l'IA. On essaie de construire quelque chose qui permet de rivaliser, je l'espère, le plus possible avec des acteurs américains qui ont des moyens démesurés. Mais ça permet de créer un ancrage français avec une solution peut-être un peu plus souveraine et qui nous permet d'envisager un développement un peu plus européen et souverain. Donc il faut vraiment qu'on arrive à multiplier comme ça les initiatives, les projets européens qu'on arrive à garder aussi en Europe, hein, d'une certaine manière, et qui nous permettent, sur un certain nombre de sujets clés, de garder un peu la main, quoi. On n'aura pas le temps de tout traiter. Néanmoins, une question pour Arthur et Pascal, et ensuite on clôturera avec vous, Raphaël. Quid à 5 ans si on ne fait pas bouger les lignes un peu plus vite en termes de financement? Un décrochage si on se positionne dans une compétition mondiale. Et je vois le temps qui passe, mais juste peut-être pour la conclusion que je voulais aussi apporter, c'est on a tellement de chance d'être en France, on a tellement de chance d'être au niveau européen, on a un marché de 450 millions de consommateurs éduqués, on a les super écoles, on a les super groupes mondiaux qui sont à la fois une présence en France et une présence à l'international. On a un soutien, on a de l'énergie qui est aussi décarbonée et disponible avec la création de nouvelles infrastructures. Donc soyons optimistes, il y a plein de choses à faire et plein de choses à conquérir. Alors, je sais que vous voulez être positif, mais vous me disiez, si à 5 ans, on n'a pas bougé, dette technologique, dépendance publique et assèchement du financement. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut croire en nous. Donc croyons en nous. Je sais que vous n'aimez pas laisser des messages négatifs. Pascal. Moi, je suis tout à fait alignée. Avec Arthur. Je pense que le défi, il existe. C'est absolument indéniable. La compétition, elle est féroce. C'est tout à fait indéniable aussi. L'Europe, moi, je le vois à travers les projets européens qui sont en train d'être enterrés. C'est pas gagné, mais c'est pas une raison pour baisser les bras. Donc je trouve qu'on a énormément d'atouts et ça vaut le coup de se battre jusqu'au bout. Voilà. Ouais, je pense qu'on a vraiment progressé ces dernières années dans notre compréhension des enjeux, dans la mise en place de solutions qui nous permettent d'avancer et de reprendre un peu en main notre destin. Au niveau français, au niveau européen aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il faut poursuivre en fait. Et l'industrie, c'est vraiment un sujet de temps long. On ne va pas reconstruire une France industrielle à 20% du PIB porté par l'industrie en 2 ans. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on arrive à monter à 12%, même sur un horizon à 10 ans. Mais en fait, il faut se battre. Il faut avoir un plan vraiment de long terme avec une consistance très forte pour se donner une chance d'y arriver. Ensuite, s'il y a des revirements politiques trop brutaux, des changements stratégiques trop forts, on aura du mal à tenir une trajectoire positive. Donc voilà, c'est vraiment l'industrie, c'est du temps long, ça va être une reconstruction lente. On a mis du temps à désindustrialiser, et on va mettre du temps à réindustrialiser. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois.